Et un virage, encore une accélération. Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Et Johan Zarco, il est sorti du dernier virage. Et il s'impose au Grand Prix de France. Bonjour à tous. On se retrouve dans ce nouvel épisode du bruit du paddock, épisode 3, après ce Grand Prix de France. On est tous les deux avec Nono. Salut Nono. Salut. Ravi de vous retrouver. Après ce beau Grand Prix, on sait que le Grand Prix de France, c'est toujours un événement. Plus de 300 000 spectateurs encore cette année sur les 3 jours. C'est pas le record. Non. L'année dernière, on avait fait 312 000, je crois. 312 000, ouais. Et là, on est à 309 000, mais c'est quand même un sacré score. Bon, on sait aussi que ça pose un peu des problèmes. On a des spectateurs qui se plaignent parce que quand tu fais 3 heures de queue pour aller aux toilettes, c'est pénible. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Pour parler de ça, on va parler de ce beau week-end de course. On sait que la météo au Mans, c'est toujours un petit peu aléatoire. On avait peur de la pluie, elle a tourné tout autour. Ouais, ils ont eu un peu de chance. Elle a épargné les pilotes, elle est tombée après en trombe juste à la fin, du week-end. Elle a épargné les pilotes de MotoGP le samedi, Ouais. parce que les Moto 2 et Moto 3 ont eu droit, et même pour la course du dimanche, surtout, Ouais. il me semble que c'était pour la course du dimanche. Mais c'est vrai qu'après, heureusement que le Grand Prix n'est pas plus tard, parce que je pense qu'on aurait même eu un Grand Prix un peu reporté comme on avait connu à Mandalika il y a quelques années, Ouais. en 2022. Ouais, parce qu'il tombait vraiment des cordes. Ce week-end de Grand Prix de France commence toujours en France le jeudi avec cette petite émission qui nous est préparée par Canal et par les organisateurs du GP de France, Claude Michy et toute l'équipe. Comment t'as trouvé cette petite émission ? Alors moi, je l'ai pas regardé en direct, cette émission, je l'ai regardée après, mais c'est toujours intéressant de voir un peu les coulisses de ce Grand Prix, puis les interviews des pilotes, des teams constructeurs aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir lors des week-ends de Grand Prix, même en Europe. Ça vrai. permet de voir un peu l'envers du décor. Ouais, puis t'as des pilotes qui ont joué le jeu, ils sont venus C'est faire ça, cette ouais. espèce de petit tour de karting rigolo. C'est ça. le petit On tir a au vraiment but, là. l'habitude d'avoir des week-ends très animés au Mans, avec forcément nos Français Ouais. qui viennent, qui jouent le jeu, et je pense qu'ils le font par pure sympathie. On a vu Johan Zarco qui a dû, je pense, rendre... c'est pas gagné à l'euro-million, mais c'est presque Mais pareil pas loin. d'être autant invité dans la loge VIP avec Zarco. Puis on a vu plein de petits intervenants. On a vu lors du dimanche, lors de la grille, Serge Nuc Ouais. avec Johan Zarco, qui était un peu C'était drôle. assez Ce drôle sera aussi. retrouvé, il me semble, lors d'un prochain Grand Prix, Peut-être un bien. dimanche. Je me rappelle plus trop ce qu'ils ont dit, mais c'était un peu une avant-première. Donc on a vraiment tout un côté organisation qui est très intéressant pour ce Grand Prix, histoire de nous mettre un peu l'eau à la bouche pour le week-end qui C'est suit. ça, et de mettre un regain de motivation à nos Français, et on va le voir, ça aura payé. La journée du vendredi, cette FP1 qui se déroule sous un temps sec mais frais, où on va voir un Luca Marini qui va faire le meilleur temps devant Di Gianantonio, Pedro Acosta et un beau Johan Zarco 4e. Il a fait globalement, on va en reparler, hein, Johan, une très belle première journée. Les Honda qui marchaient quand même bien ce week-end, on l'a vu, et les Aprilia un petit peu, je vais pas dire en dedans, en tout cas sur la première journée, mais qui écrasaient pas la concurrence comme on a pu le voir. Moins dominante que les premiers Grands Prix, effectivement. Première Aprilia, Raoul Fernandez 5e, et puis on a un Pecco 16 sur la FP1, Fabio très loin, difficile la FP1 pour Fabio, 18e seulement. Et puis la practice qui va se dérouler un petit peu plus tard, mais dans des conditions un petit peu plus chaudes. La piste s'est réchauffée. Ouais, c'était des conditions qui étaient beaucoup mieux pour les pilotes, pour l'ensemble des pilotes, peu importe le constructeur. Après, on a quand même eu un Grand Prix de France où, durant les essais et les qualifications, les écarts étaient très minimes. Hein. Fabio Quartararo qui est 18e en FP1 et seulement à 7 dixièmes du premier. Faible. Donc 7 dixièmes du premier, il y a des circuits où t'es deuxième, quoi. T'as les 20 pilotes, les 20 premiers pilotes en une seconde. Voilà, c'est ça. Sans compter Jonas Folger qui était en wildcard ce week-end, qui a 3 secondes, mais bon, forcément, ça fait très forcément très plus le rythme. Il est là, Jonas Folger, en remplacement de Vignales, qui n'est toujours pas remis encore de son opération pour enlever cette vis dans l'épaule.
C'est ça. Sur la practice, donc, qui va décider des 10 pilotes qui iront en Q2 directement, on a notre Johan Zarco national, le roi du Mans, qui nous fait le meilleur temps. Il était vraiment très en forme le vendredi, devant Di Gianantonio Bagnaia. Bagnaia, regain de forme aussi sur cette ça fait plaisir ce de le week-end. voir un peu plus en facilité sur ce week-end, même si la practice était pas énorme. Mais bon, on connaît Francesco Bagnaia, on sait, on l'a dit lors du dernier Grand Prix, il travaille comme ça. Il commence avec son rythme de course, sans pousser. La FP1 n'est pas très importante pour le reste du week-end et les qualifications. Mais voilà, en practice, il a montré qu'il était là. Sur l'ensemble du week-end, on y reviendra, mais il a été très très performant. À l'image un peu du Japon l'année dernière, où il avait été devant tout le week-end intouchable. Complètement. Ensuite, Johan Zarco, donc premier avec la Honda. À l'image des Honda, on a un Johan Mir et un Marini qui sont pas très loin. Marini, c'est un peu plus compliqué, c'est une 16e position lors des practices, mais un Johan Mir qui est 5e. Ouais. On le voit, il se bat beaucoup avec sa Honda, mais c'est son style de pilotage. Lui, il lutte, il est à fond. Il la met en travers de partout. Il chute beaucoup parce qu'il en demande énormément à la moto, mais on peut pas lui reprocher de s'économiser. Ah, c'est sûr, on peut pas lui reprocher de pas essayer parce que pour le coup, il tente tout. Ouais, c'est clair. Après, là, pour le coup, les résultats ont payé. Une Q2 directement. Pour Fabio Quartararo, compliqué, 17e. Il n'a pas réussi à trouver le petit détail avec le pneu soft qui lui permet de rentrer en Q2. Après, sur le classement, il est 17e, mais encore une fois, il est à 5 dixièmes de la tête. Vraiment très peu d'écart. Il est à 1 dixième de la Q2. Ouais, c'est ça. Les deux pilotes officiels Aprilia en tête du championnat du monde sont 6 et 7 sur cette practice. Bon, le job est fait, ils passent en Q2. Voilà, c'est le but. C'est l'essentiel. Donc, les pilotes qui rentrent directement en Q2, Zarco, Di Gianantonio Bagnaia, Marquez, Mir, Martin, Bezzecchi, Alex Rins, ça c'est quand même à noter, Ayogura et Pedro Acosta, tout juste 10e. Oui, Pedro Acosta qui a eu chaud quand même. Hein. C'est pas passé loin. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Alex Rins, qui même lors de la FP1 était pas trop mal. Alors on sait que lors de la FP1, il y a des pilotes qui ont passé le soft pour un peu essayer la piste. C'est son cas. Mais bon, dans la practice, on le retrouve 8e, alors que les autres Yamaha ont eu un peu de mal. Un petit peu de mal. Et malheureusement, j'ai envie de dire, tout s'est un peu inversé du côté de chez Yamaha, avec une FP2 qui a fait forcément sourire encore plus les fans français, avec un Fabio Quartararo qu'on a vu à l'image de l'année dernière, où il fait une FP2 magnifique. Premier temps, à 66 millièmes d'avance sur Francesco Bagnaia, qui confirme, qui est toujours là. Donc on remarque bien que Fabio a trouvé quelque chose. Il a dit qu'ils avaient travaillé longuement le soir après la practice pour trouver quelque chose. Il faut croire que ça ait fonctionné. On sait qu'ils ont aussi le nouveau package Aero qui a été testé à Jerez, où ça lui donne un peu plus de feeling avec l'avant. Une moto qui tourne un peu mieux, ce qui était le gros problème de la Yamaha avec ce nouveau moteur. Et c'est surtout que c'était le point fort de la Yamaha avant, ce train avant incroyable, qui régalait Fabio. Et là, il a dit qu'effectivement, il retrouvait un petit peu des petites sensations comme ça. On a Di Gianantonio qui est toujours solide. Alors lui, il est toujours là. Moi, il fait un début de saison vraiment que je trouvais épatant. C'est celui qui s'est le mieux adapté à la GP26. Clairement, tout simplement. Actuellement, c'est le meilleur pilote Ducati. Ayogura, qui est pas mal placé. Et puis après, on a... d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais les 4 Aprilia à la suite. Collés, avec un Raúl Fernandez qui confirme encore qu'il est plutôt pas mal. Il est pas mal. Pedro Acosta 9e, et puis Johan qui est un petit peu plus dans le dur sur la FP2, 10e. Mais effectivement, le week-end s'est inversé. Johan a fait une très bonne journée et il a été un peu plus dans le dur sur la suite, on va le voir. C'est sûr. On va passer au qualif, si tu veux. La Q1, on avait donc du beau monde quand même, puisque Marc Marquez était en Q1, on l'a pas signalé, mais il était bel et bien en Q1. Et sans surprise, c'est lui qui fait le meilleur temps. Il va même chercher le record de la piste. Ah oui, un tour incroyable. Alors, fabuleux. On va voir par la suite du week-end que ça s'est pas bien terminé pour lui, mais ce qui est un petit peu inquiétant quand même, c'est que quand il fait ce record du tour, on voit la réaction de Tardosi qui hallucine, et même Bagnaia se marre parce que qui est très sport. Il voit quand même qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable. Et Marquez explique qu'en fait, il sait même pas comment il a fait. Il dit qu'il est vite, mais il sait pas pourquoi. Dans tous les cas, il l'a dit aussi, et on l'a vu lors de la Q2.
il a dit il aurait été incapable de reproduire ce tour. C'est vraiment un tour qui arrive comme ça, comme on en a vu pour certains pilotes. Il s'est déclaré peu à l'aise en fait sur le week-end et il comprend C'est pas clair. comment il allait sortir ce tour-là. Mais bon, il l'a fait. Évidemment, ça le permet de passer en Q2. Et derrière, on a un magnifique Fabio qui passe aussi en Q2 avec un chrono qui est pas mal, mais il y a quand même 4 dixièmes d'écart. Ah oui, Alors, il y avait peu d'écart toute la première journée. Et là, sur la Q2, Marquez, il a sorti un tour complètement stratosphérique. Au final, à la sortie de la Q2, on a une pole position de Francesco Bagnaia. Donc ça, c'est quand même... Il était vraiment en forme ce week-end, avec une deuxième place de Marquez, qui ne réédite pas le même tour, mais qui fait quand même un chrono forcément très bon, puisqu'il est deuxième. Troisième, Marco Bezzecchi. Quatrième, Di Gianantonio, qui est toujours là, sans trop faire de bruit, mais il est toujours là. Acosta 5, donc qui redresse un petit peu la barre par rapport à la première journée, et un magnifique Fabio 6e. Plus difficile pour Johan, qui va se qualifier 11e. Et on a les Honda qui marchent quand même pas si mal parce que Johan Mir est 7. Et 7e, ouais. À ce moment-là du week-end, moi je me dis, tiens, les Ducati, je l'avais dit dans un podcast précédent, on va assister à un moment donné à un réveil des Ducati. L'arrivée en Europe, ouais. Et je me suis dit à ce moment-là, tiens, ça y est, on y est. Les deux Ducati devant, bon, même si Marquez avait dit qu'il n'était pas super à l'aise, je me suis dit, on y est. La suite du week-end va nous montrer que ça a été un petit peu plus compliqué. À noter quand même que la 6e position de Fabio sur sa Yamaha contraste avec les autres. Rins, c'est pas si mal. Rins Il est 12e, il est qui 12. était en Q2. Hein. Par contre, Toprak, bon, c'est catastrophique. Il découvrait le circuit, faut quand même le préciser. 17e, Miller 19e. Bon, Yamaha, c'est toujours un peu le chemin de croix. C'est ça. À noter quand même que je trouve que les résultats des KTM sont un petit peu en dedans ce week-end-là. Globalement, Acosta, il est vite parce que c'est Acosta, mais on le sent pas aussi à l'aise que d'habitude. Et puis les autres, Enea Bastianini, il est 14, c'est quand même pas fou. Et Binder, alors lui est dernier, mais je crois qu'il y a eu je me souviens plus, mais il y a eu un souci pour Binder, il a pas pu faire son tour, il a dû avoir un drapeau jaune. Il y a eu des drapeaux jaunes aussi. À noter quand même le contraste, comme on disait, avec la FP1 et la Practice. À partir de la deuxième ligne que clôture donc Fabio Quartararo, qui est seulement à 197 millième de la pole position, Pas d'écart. ce qui est très très positif pour lui et pour Yamaha de son côté. Par contre, on retrouve qu'après la troisième ligne, on a Ai Ogura qui la clôture, qui a seulement 2 dixièmes et demi de la pole position. Par contre, on a en quatrième ligne un Johan Zarco et un Alex Rins qui sont déjà à 7 dixièmes. Ouais. Donc on a vraiment les 10 premiers en 3 dixièmes Ouais. et derrière il y a un énorme écart. Il y a un gros gap. On va donc passer à la course sprint de ce Grand Prix de France. Toujours pas de pluie sur la course sprint. On a un départ de Martin qui est complètement dingue. On rappelle que Martin, il était qualifié 8e. C'est ça. Il prend le parti de se mettre dans la chicane Dunlop, qui ne s'appelle plus la chicane Dunlop, qui est la chicane Goodyear maintenant. Et puis la télé s'est modifiée Ouais. avec maintenant les images qu'on peut modifier. C'est ça. Il me semble que c'est ils ont mis un autre sponsor, mais c'est plus Goodyear. C'est Goodyear. Ouais, Goodyear. Ouais. Il y a la courbe. C'est ça, il y a Goodyear. la courbe. Et donc, d'ailleurs, tout le long du week-end, tout le monde a appelé cette chicane la chicane Dunlop. Donc, Martin prend ce départ canon, comme il sait si bien le faire, et il prend le parti de se mettre complètement à l'extérieur du premier virage de la chicane, ce qui est quand même hyper risqué, parce que si ça s'accroche à l'intérieur, c'est le jeu de quilles après. Puis tout sur le une monde s'en va. chicane, c'est compliqué de gagner des positions. Mais effectivement, le fait de se mettre à l'extérieur comme ça fait qu'il est extrêmement bien placé pour le virage à droite à la sortie de la chicane. Il bloque-passe un peu tout le monde. Il fait un départ complètement dingue. Fabio part bien aussi, en suivant un peu la même En trace. suivant un peu Martin, effectivement. Il passe quatrième, et puis la course avance, et on voit que Marquez est pas spécialement à l'aise. Encore une fois, ça contraste avec ce record qu'il a pulvérisé en Q1. On a une chute de Di Gianantonio et de Bastianini, un petit peu. Folger aussi est tombé, je crois qu'il est tombé au premier tour, Folger. Il est tombé assez vite. Donc bon, à l'écurie française Tech 3, elle faisait un peu grise mine sur leur Grand Prix à domicile, sortie de cette Tissot Sprint. Ouais, forcément, avec un pilote blessé, c'est compliqué d'avoir des bons résultats, mais déjà, effectivement. Et puis le fait marquant, effectivement, de cette Tissot Sprint, c'est la grosse chute de Marquez. Alors, c'est pas une chute qui se passe à haute vitesse, puisque c'est à l'entrée du virage de raccordement. Donc ils freinent fort. Mais on le voit bien avec le ralenti. Alors, on était en caméra hélico à ce moment-là. On voit la moto voler, s'exploser. La moto est dans un état pitoyable. Là, il y a du boulot.
on voit un Marquez qui se relève à son habitude. Hein. Marquez, n'importe quelle chute qu'il a fait au cours de sa carrière. Il faut vraiment qu'il soit pas bien pour pas qu'il se relève. C'est ça, on l'a vu à Mandalika, son high side, il vole et il se relève comme si de rien n'était. La chute est un peu bizarre, même lui a expliqué qu'il savait pas trop. Il perd l'avant, puis ça raccroche, et l'arrière commence à divaguer, et puis après il se fait un peu catapulter, et une sorte d'high side mais assez bizarre, parce que la moto se couche quand même. C'est ça, une sorte d'high side un peu avorté, puis surtout sur la deuxième compression de suspension, la moto va un peu le smatcher, et il va taper très fort le pied, et ça part en high side mais qui est pas très volumineux. C'est ça. La chute en elle-même sans cet impact du pied est impressionnante parce que la moto est pulvérisée, elle tourne dans tous les sens. Au passage, il a quand même de la chance de pas la prendre dessus. Elle est très proche. Hein, elle tombe vraiment pas loin. Elle le suit bien. Mais c'est vraiment cet impact du pied. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, le pied, ça va faire mal. Ça peut faire mal à l'intérieur. On voit aussi quand même, donc il fait un peu le mouvement que tous les pilotes quand ils ont un high side fait, donc il fait cette espèce de salto avant. Et on voit qu'il revient aussi taper la botte gauche sur la botte droite à l'impact au sol. Alors, on va y venir. Forcément, Marc Marquez se relève, mais on l'a vu par la suite. La course sprint, c'est fini. Il boite. Ouais, il boite. On va finir un peu cette course sprint. La course, malgré tout, se finit. Il y a drapeau jaune, mais pas de drapeau rouge. Hein. Il est à l'extérieur. On peut évacuer la moto rapidement. On a un Martin qui va survoler la course, très clairement. Il finit pas avec une avance de dingue, mais en sachant qu'il partait 8e, vraiment il a été intouchable, impérial toujours avec son style. Moi, Martin, je me régale de le voir tout rouler. Par terre, sur un virage qui est pas en dévers en plus. On se demande comment il fait. C'est vraiment une bête sauvage sur la moto. Un Bagnaia qui confirme son bon week-end, solide, 2e, et Bezzecchi 3e. On retrouvera Fabio 5, donc il fait une très très belle course. Il est qu'à 4 secondes de la tête. Ouais. Ça reste une course sprint, il n'y a que 13 tours, mais enfin quand même. Ça fait un bel écart, mais on verra que pendant la course principale, cet écart est pas tellement plus gros que la course sprint, alors qu'il y a le double de tours. Et il a déclaré que c'était quand même sympa de voir le vainqueur passer la ligne d'arrivée, parce que ça faisait un petit moment que ça lui avait pas été possible. Et donc c'est une 18e victoire en sprint pour Martin qui a le record. C'est ça. Il vient de battre le record. Lui, c'est sa spécialité. Et à noter quand même qu'on a, il est où, Bezzecchi? 3e, ouais. Donc c'est un peu mieux. Pour une sprint, on peut dire que pour Bezzecchi, c'est vachement bien. Pour lui qui a un peu vendangé toutes ses courses sprint depuis le début de la saison, c'est vraiment pas mal. Complètement. À noter qu'après cette course sprint, on a retrouvé encore un Martin qui confirme qu'il est revenu à 100%. Et on a un Bagnaia qui a cité qu'il utilisait la même technique qu'en 2024 quand il l'a battu. C'est-à-dire ce style coulé, cette pression qu'il ne subit absolument pas et qui lui a permis de gagner le championnat 2024. On entend des pilotes dire que pour eux, c'est un des favoris, et c'est vrai qu'avec cette démonstration qu'il nous fait ce week-end, on peut que confirmer. Et c'est, encore une fois, on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, mais voir Martin sortir des résultats comme ça en sachant par où il est passé l'année dernière, le manque de roulage qu'il a malgré tout sur cette moto, c'est épatant. On sait que c'est un talent dingue, hein. Mais là vraiment, ce week-end du Mans, il a bombé le torse et il a montré les muscles. Sur la course longue du dimanche, on a pour certains espéré la pluie pour Johan parce que il était un petit peu en difficulté sur les 2 derniers jours du week-end. La pluie n'est pas venue. Bon, Laurent Régal a passé le Grand Prix à espérer que la pluie arrivait et à nous faire des prévisions météo. La pluie n'est pas arrivée, la course s'est déroulée sur le sec, et on a cette fois-ci un Bezzecchi qui prend un très bon départ, et puis alors un Fabio qui prend un départ encore meilleur qu'en sprint. Encore meilleur que la veille. Il sort de la chicane 3, il passe 2 dans la parabolique en dessous. Donc il nous fait on entend la foule hurler, enfin il nous fait vraiment un super départ. Bagnaia qui était le poleman, lui un poil moins bien. Il passe de la P1 à la P5 en 2-3 virages. Et Johan, c'est un petit peu plus difficile. Il est 10-11e à ce moment-là. Il y a une petite passe d'armes avec Fernandez qui va vraiment le gêner beaucoup et qui lui fait perdre plein de place. Il est 15e. Bon, là, le Grand Prix devient un peu compliqué. Puis le circuit du Mans est pas un circuit où on a
3 trajectoires par virage. La parabolique, on a vu des pilotes la peut prendre s'écarter un très peu. différemment. Ouais. Martin qui fait vraiment une trajectoire en V comparé à Bezzecchi qui garde la ligne tout le long. Mais quand on se bagarre au Mans, on sait que rien que le premier secteur avec cette chicane, quand il y a un dépassement, on voyait Bezzecchi, quand Bagnaia se battait, il prenait beaucoup d'avance. Ouais. C'est au moins On 2 perd dixièmes très de vite. perdu Ouais, c'est dans juste la première chicane. C'est sûr. Et là, en plus, vraiment, il se fait tasser. Donc, En il plus. se fait clairement gêner. À ce moment-là, Alex Marquez va chuter. On sent ensuite que Fabio, forcément, la Yamaha en course longue, il n'y a pas non plus de miracle. Il est un petit peu juste par rapport à Acosta et Bagnaia qui vont le passer assez vite. Et on voit que Bagnaia, justement, très bien. Il est à l'aise. Il prend son rythme. Il remonte deuxième et il laisse pas s'échapper Bezzecchi. Il est vraiment en train de remonter. Et derrière, sans faire de bruit, on a un Martin qui a pas fait un départ dingue cette fois-ci, qui commence à enclencher la surmultipliée et qui va faire des tours. Qui est resté discret. On n'en a pas entendu parler pendant les 10 premiers tours, Ouais, c'est quasiment, un peu moins. Mais Et à un moment donné, il passe vraiment la surmultipliée et il va avaler à peu près tout le monde. c'est ça. C'est pas dur, il est 6, il passe 5, 4, etc. Avec toujours les Aprilia qui restent assez regroupés, un Ayogura et un Raúl Fernandez qui n'étaient pas très loin. Raúl Fernandez un peu plus en retrait. Mais Et Ogura était loin aussi, mais il va faire une fin de course comme à son habitude. à son habitude, comme on a vu à Austin, qui lui permettra, on verra après, de remonter et de décrocher un magnifique podium. C'est ça. Et puis, On la voyait pas arriver. Moi, j'étais plutôt content de voir Bagnaia avoir ce niveau de performance-là. Globalement, on peut dire que c'était pas arrivé depuis le Japon l'année dernière. ah non, c'est sûr. Il a eu vraiment une traversée du désert. Et puis, à l'entrée de la chicane Goodyear, donc, il perd l'avant. Il était très en colère. On l'a vu sortir. On le voit, on a vu des vidéos après le GP où il vient taper un cône. Ça a pas trop plu. au On s'est commissaire peut-être et dit qu'il tout. allait prendre une amende. Je me suis dit qu'il allait prendre une pénalité. On n'a pas eu de suite, ni Non. de pénalité. Est-ce que ça s'est fait Il en n'a pas interne? bousculé le Marshall non plus. Oui, mais- il a pas non plus tapé un directeur de piste, mais très énervé. Et on peut le comprendre. Il voulait sûrement finir sur une bonne note pour ce C'est ça. week-end qui était vraiment très positif. Un podium la veille en sprint. Malheureusement, ça se finit à terre pour lui. Exactement. Il peut quand même retenir une super course. Oui. C'est vrai que du coup, pour Ducati, ça fait un bilan complètement blanc, avec oui. un Marquez du coup qui n'est pas là, Bah non. fracture au niveau du niveau pied. On en reviendra après pour Oui. lui. Mais du coup, pour Ducati officiel, c'est très compliqué. Néanmoins, on a toujours ce Martin qui commence à remonter petit à petit. Comme une balle. On a toujours un Bezzecchi qui a son habitude quand il part en tête. Ça me fait penser un peu à Lorenzo. Oui. Quand il part en tête, il enchaîne les tours. On l'a vu comme un métronome, des tours pas à 5 dixièmes de différence maximum. Ah oui, à peine, ouais. À peine. Sur la durée de la course, oui, c'est ça. Qui enchaîne ses tours, qui fait rien. Mais bon, ce sera sans compter sur un Rory Martin qui avait ce petit truc en plus. Et Bezzecchi l'a dit, j'étais rapide, plus rapide que les autres, mais pas plus que mon Pas plus que coéquipier. lui. Ouais, il était vraiment en feu, Martin. Il est remonté. On avait l'impression à voir faire que c'était facile. C'est ça. Il va passer Bezzecchi pour aller remporter la course avec une avance qui est pas dingue sur le papier, mais en sachant d'où il part, c'est quand même pas anodin. Il finit à 4 dixièmes. Après, je pense qu'il a dû beaucoup taper dans ses pneus. Hein. Il a fait la moitié de la course à pousser pour Ouais, bien dépasser. sûr. Et je trouve que finir avec quand même 5 dixièmes d'avance, alors qu'on a passé toute la course à doubler et à pousser, c'est quand même fabuleux. Après, on avait un Bezzecchi qui aussi montrait un peu des signes d'usure au niveau Ouais. des pneumatiques, ce qui est pas trop habituel de la Aprilia Non. sur les derniers Grands Et Prix. surtout de Bezzecchi, Et il gère surtout de plutôt bien Bezzecchi. ça. Après, on a quand même Ayogura qui, voilà. Par contre, lui, les pneus, c'est comme s'ils étaient indestructibles. C'est incroyable. Il finit, du coup, il sécurise une 3e position, son premier podium dans la catégorie Rennes. Oui. Il n'en était pas passé loin à son premier Grand Prix en Thaïlande lors de C'est sa vrai. première saison. Mais voilà, il le mérite, il le décroche et ça lui a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on a vu que Ayogura, qui est japonais, qui parle pas énormément l'espagnol ou l'italien, a lancé une petite blague un Bezzecchi et un Martin sur le fait qu'il fallait qu'il apprenne l'espagnol Oui, c'est vrai. dans on l'a la vu, chambre ouais, avant le effectivement. podium. Effectivement. Voilà. Donc, premier podium, je pense, je suis sûr, même de l'histoire d'Aprilia, 100% Aprilia 100% sur une course Aprilia. longue. Une victoire de Martin après 588 jours, c'est un sacré retour aussi. Hein. Ça fait un petit peu écho à ce qui était arrivé à Marquez, même si le délai était encore pire. Et on a un Fabio qui finit 6e à seulement 7 secondes de la tête de course. Donc on sait bien que ça donne un petit supplément d'âme quand on est à Ah oui. domicile, mais là quand même,
il finit 25 secondes devant la deuxième Yann de Rins. Ouais, Donc là, c'est une fessée qu'il leur met, hein, vraiment. Ah oui, bah, l'image des points au championnat, même si Fabio en a pas énormément, il a plus de points encore après ce Grand Prix et encore plus même que les autres pilotes Yamaha. Hein. On a eu une course qui m'a fait, alors pour Fabio, qui m'a fait penser un peu à la course de Jerez avec un Joan Mir. Ils étaient tous les deux ensemble, les deux japonaises qui relèvent un peu le niveau, même si Joan Mir, on sait que c'est compliqué et c'est pas le seul à faire marcher la Honda, puisqu'on a un Joan Zarco et un Marini qui fait des petits éclats quelquefois. Mais on a eu un Joan Mir et un Fabio Quartararo qui se sont suivis pendant les 3/4 de la course. Joan Mir est passé. J'ai vu, alors ça n'a pas été remontré pendant le Grand Prix. Quand il repasse, il y a eu une passe d'armes, c'est quand Ogura était encore derrière. Il repasse Ogura en le poussant un peu dans la chicane Gaudier, du coup. Et il passe Fabio. Et alors, c'est bizarre, mais je me dis, Mir, il pousse très fort, parce que Fabio, on sait qu'il freine très très fort. On était sur une bataille de deux gros freineurs. Ouais, oui. J'ai dit, je suis pas sûr que ça va tenir. Bingo. J'aurais dû jouer. Oui, c'est ça. Le tour d'après, malheureusement, Mir chute. Un peu comme à son habitude lors des week-ends. Il en demande vraiment beaucoup à la moto, hein, quand on voit. Il met énormément de contraintes sur le train avant. Une chute sans grande gravité, hein, une perte de l'avant comme il a l'habitude de Ouais, le c'est faire. souvent l'avant. Hein. C'est souvent l'avant. En même temps, en poussant comme ça, l'avant ne peut pas tenir autant de temps. C'est normal. Donc on a vu un Jorge Martin vraiment très heureux, évidemment, de remonter sur la plus haute marche du podium en course longue. Il avait gagné déjà la sprint la veille et puis la sprint à Austin aussi. Il était remonté sur la première marche du podium, mais pas encore en course longue. 588 jours, on le disait. Et donc, à la fin du GP, on va apprendre la blessure de Marc Marquez. Et on va même apprendre autre chose. C'est on apprend donc qu'il a caché à Ducati qu'en fait, il avait des douleurs à son épaule avec un vis qui appuyait sur son nerf radial. Il a déclaré « Je pilote avec un bras et demi », puisque ce nerf lui sert à commander 3 doigts de la main. Et qu'une opération était d'ores et déjà prévue après Barcelone. Donc, on sait qu'on a là 2 Grands Prix back-to-back, hein, puisque on aura le Grand Prix de Barcelone une semaine après le Grand Prix de France. Donc, cette opération était prévue. Évidemment, sa fracture au pied, qui n'est pas une grosse fracture, mais qui nécessite une intervention chirurgicale, fait qu'il va faire les deux en même temps. C'est ça. Et on espère le revoir au Mugello. Sur Barcelone, il n'y sera pas. Mugello, si possible, ça paraît court quand même. Ça paraît court. Mais c'est pas impossible, parce que la fracture au pied est handicapante, mais c'est pas une grosse fracture. Puis c'est le pied droit. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pilotes qui ont le frein arrière au pied gauche. Au pouce. Au pouce, pardon. Ouais. Puis on sait que Marc Marquez, c'est pas forcément un grand utilisateur du frein arrière. Mais voilà. Auquel cas, ça nous a permis d'apporter aussi un peu des réponses sur pas ses contre-performances, mais sur son état sa qui était depuis le début de l'année. Qui était un peu moins performant. Ouais. On savait qu'il avait toujours ce problème à l'épaule, mais on savait pas vraiment le souci. Et donc, il disait que ça lui paralysait presque totalement le bras sur certains moments où il roulait, que ce soit en essai ou autre. Et il disait qu'il perdait une demi-seconde au chrono par rapport à sa limite à lui-même. Donc ça fait quand même... c'est énorme. Et effectivement, trou, avec ça, parce qu'il n'était pas à la rue non plus sur les performances depuis le début de la saison. Ça. Il a manqué de chance en cassant sa jante, etc. Bon, la saison pour le titre, on le sait, hein, cette fois, c'est plié. Ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est très très compromis. Même si son frère et ses concurrents disent que c'est Marc Marquez et que la saison fait que de débuter, qu'il va vite revenir. À tout. S'il revient vite. S'il revient vite, on sait ce que Marc Marquez est capable de faire. On l'a déjà vu avec d'autres pilotes. Je pense à un Francesco Bagnaia. Alors, c'était pas une circonstance de blessure, mais l'année après le sacre de Fabio en 2022, on s'en rappelle, après le Grand Prix d'Assen, Fabio avait quand même 91 points d'avance. Oui. Résultat, à la fin de l'année, c'est Bagnaia qui a été champion avec une vingtaine de points d'avance. Alors, on a entendu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux de est-ce que c'est pas la course de trop, est-ce que Marquez va pas arrêter. Bon, moi je pense que c'est un compétiteur. Effectivement, son corps a beaucoup morflé. Ces dernières années, à partir de 2020, ça a été compliqué pour lui. Après, il a su... C'est ça. J'ai entendu une rumeur non confirmée, comme quoi il aurait demandé quand même à Ducati une clause de sortie 2027 sans pénalité aussi, au cas où il se sente plus physiquement en capacité. Reste que Marquez voudra de toute façon essayer d'aller chercher un 10e titre pour être
le plus titré de l'ère moderne. La légende de l'ère moderne. Ainsi s'achève donc le Grand Prix de France. La pluie va arriver juste après la fin de la course, en trompe d'eau. Pour les spectateurs qui y étaient et qui sortaient en moto, ils ont fini un peu humides. Et effectivement, on va se retrouver très vite puisque juste dans une semaine, les pilotes se retrouvent à Barcelone. On vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, c'est important pour nous, pour les référencements, pour pouvoir faire en sorte que le podcast soit proposé à des nouveaux auditeurs. Il est toujours disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à en parler entre vous, à liker, à commenter. Ça nous intéresse aussi de pouvoir discuter avec vous. D'avoir votre ressenti par rapport à ce qui est dit et par rapport aussi au week-end de course. Ouais, et puis d'échanger parce que c'est quand même une passion commune. Donc, c'est ça. Qui vous supportez? Est-ce que la course vous a donné le sourire ou peut-être le contraire? C'est ça. Mais c'est toujours intéressant. On a une page Instagram aussi qui s'est créée il y a peu après les premiers podcasts. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner également. Ça vous tient un peu au courant des sorties des podcasts si vous n'êtes pas forcément tout le temps sur les plateformes d'écoute. Voilà. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée selon à quelle heure vous écoutez. Et on se dit à bientôt pour le Grand Prix de Catalogne. Salut!